Bonsoir et bienvenue à la 3e conférence d'Historico Toulouse. Cette fois-ci, on co-organise la conférence avec, nous sommes l'historiographe, avec Emedia et Esthétype. Deux mots sur l'historiographe. Nous sommes une association des professionnels de l'audiovisuel, du cinéma, de bande dessinée, de vidéogames, qui souhaitent créer un espace commun, privilégié, dédié aux nouvelles modes d'écriture. Je vais me présenter. Je m'appelle Evtie Gotaki. Je fais partie de l'équipe d'historiographes, mais je suis aussi journaliste. Les dernières 13 années, je travaille pour la radio-télévision grecque publique. Les dernières 5 années en France. Et voilà, je suis là avec Pierre Vincenot d'Amedia, qui voulait vous présenter. Bonsoir, donc Pierre Vincenot, moi je suis cofondateur d'Imedia. Imedia, c'est un centre de formation au contenu numérique et notre idée c'est de former les gens à devenir plus autonomes sur Internet et à savoir quoi écrire, quoi dire sur leur communication Internet. Avant de repasser la parole à Ève, je vais vous parler un peu de ce qu'est notre vision du journalisme immersif et qu'est-ce que c'est pour nous. Le journalisme immersif, c'est ces nouvelles techniques, c'est ces nouvelles manières de raconter une histoire, de raconter une information grâce aux nouvelles technologies. Et l'idée, c'est de placer le lecteur, l'internaute, le spectateur au cœur de l'action. Donc ça passe par des technologies comme la réalité virtuelle, la vidéo 360 notamment, ou le serious game. C'est tout ce qu'on va essayer d'évoquer ce soir et de décrypter ce soir avec nos intervenants. Qu'on peut peut-être vous présenter et après on fait l'introduction. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Gimet d'Octotech qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait ici à Toulouse. Marine Bézenec, qui est enseignant-chercheur et qui va aussi nous expliquer ce qu'elle fait rapidement. En visioconférence, Victor Agulon, fondateur de Tarago, et Florent Morin, fondateur de Pixel Hunt. Voilà, donc je vais peut-être leur passer la parole rapidement aux uns et aux autres, et ensuite on commencera. Donc l'idée, c'est que vous nous expliquiez un petit peu les uns et les autres qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et puis nous expliquer, nous donner un exemple de vos projets, si vous faites des projets, ou des travaux sur lesquels vous avez travaillé. Je vais commencer par Benjamin. Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Gimet, je suis fondateur de la société Octotech Studio sur Toulouse. Nous sommes, si on doit se donner une étiquette, une agence de communication spécialisée dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les applications mobiles. Donc nous, on travaille à 80% dans le milieu de l'aéronautique, Toulouse oblige, donc on travaille pour des grands comptes. On travaille également dans le secteur du médical, de l'immobilier. Et un petit peu de tourisme, ça peut arriver. Donc nous, en fait, on propose des solutions innovantes pour nos clients, pour pouvoir parler, soit vendre leurs produits, soit faire de la communication, que ce soit interne ou externe autour de leur société. Dans le milieu du médical, on va travailler surtout sur de la formation, donc du serious game, pour aller former en fait des médecins à des techniques particulières, à l'utilisation de certains produits en fonction des bon, c'est l'exemple qu'on a là par exemple. Donc nous on travaille surtout autour de la réalité virtuelle pour vraiment rendre immersif en fait le message qu'on veut faire passer. Voilà. Alors, je suis donc Marine Bénézec, je suis chercheure au laboratoire de recherche en audiovisuel à Toulouse. Je viens de terminer une thèse de doctorat sur les serious games et j'ai étudié spécifiquement en fait leur modalité narrative et essayer de comprendre en fait quels étaient les processus ludiques en place dans ces objets, à quelle culture ils faisaient référence et comment ils renouvelaient les écritures audiovisuelles classiques. Et dans le cadre de mes recherches, en fait, j'ai fait un partenariat avec le département de médecine générale de Toulouse et une école en informatique où on a travaillé donc sur la réalisation d'un serious game en prise de vue réelle destiné aux médecins généralistes pour les former à la communication. Donc du coup, c'est tout un travail de scénarisation, de ludicisation de l'objet. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard.
Et Florent, toi, vous avez commencé un parcours journalistique, mais après, vous avez décidé de vous lancer dans le documentaire interactif. Si vous pouvez parler de vos projets et de The Pixel Hunt. Bonjour tout le monde. J'ai commencé un parcours de 10 ans dans le journalisme. J'ai travaillé chez Bayard Presse, mais après, je me suis lancé dans le jeu vidéo, carrément. Je fabrique avec The Pixel Hunt des jeux vidéo, ce que j'appelle des jeux du réel. Donc des jeux vidéo qui ont pour but de parler du monde tel qu'il est autour de nous, tel qu'il nous entoure. En fait, dans mon cœur, je me considère toujours comme journaliste ou documentariste ou comme vous voudrez, même si j'ai plus la carte de presse, donc je peux plus rentrer gratuitement dans les musées. Mais sinon, voilà, mon but dans la vie, c'est toujours de parler du monde autour de nous et d'en parler aujourd'hui sous forme de jeux vidéo. Et ça prend plein de formes, de l'application aux jeux PC à éventuellement des choses en réalité virtuelle. C'est tout à fait des choses qui m'intéressent aussi. D'accord. Et Victor, vous avez fondé le start-up Targo l'année dernière, novembre 2016. Et si vous pouvez parler un petit peu de vos projets, de l'idée aussi de Targo. Ouais. Tout d'abord, merci. Du coup, moi, c'est Victor. J'ai créé Targo il y a à peu près 1 an avec Chloé Rochereuil, qui elle est journaliste. Moi, j'ai pas en fait de background journaliste à l'origine. Et Targo, du coup, on se définit comme un studio de journalisme immersif. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est exactement ce qui a été dit, c'est créer des reportages en utilisant les nouvelles technologies visuelles immersives, c'est-à-dire la vidéo 360, la réalité virtuelle, la 3D et la réalité augmentée. Et du coup, on utilise ces nouvelles technos pour raconter des histoires. Et on le fait de 2 manières. On a tout d'abord un premier aspect qui est de la production. Donc là, on vend à des médias, essentiellement étrangers, des reportages, des documentaires qu'on leur propose. Et le deuxième aspect, c'est nous, on édite un média qui s'appelle Targo et qui est un peu la seule face publique en fait, de Targo, qui est vraiment là, c'est choisir des sujets très décalés, un peu à la manière de ce que faisait Striptease ou de ce que peut faire Vice, et en fait les explorer en utilisant tous ces contenus, donc la 360, la 3D, etc. Donc, pour vous donner un peu un exemple des sujets qu'on traite, c'est des fans de pigeons voyageurs, des gens qui font des concours d'aquarium à un niveau professionnel, ou voilà, on a fait le MMA, donc toujours prendre des sujets différents et les traiter de manière différente. Ok. Alors, pour vous donner un petit peu de background, la réalité virtuelle, c'est pas tout à fait nouveau, mais par contre, le journalisme immersif, le reportage immersif, c'est encore un petit peu le début, surtout en France. Et par contre, aux États-Unis, en 2010, Noni de la Peña, qui est considérée comme la marraine de journalisme immersif, elle a créé Hunger in LA, où elle a créé en fait un documentaire sur le cas d'une personne qui est sur le fil d'une banque alimentaire et il tombe sur un coma diabétique. Et après, elle a fait un projet, un documentaire sur les Syries pour sensibiliser les gens sur le problème des réfugiés. Et après, il y a Chris Milk qui a travaillé avec l'ONU, l'ONU qui a créé un département spécifiquement dédié aux documentaires en VR. Et là, à TEDx, il a présenté Clouds over Syria, et c'est l'histoire d'une petite fille dans un camp de réfugiés, et pour justement sensibiliser les gens à Davos. L'année dernière, New York Times, ils ont lancé une plateforme, le Daily 360, où il met une vidéo tous les jours, soit 360, soit en réalité virtuelle. Et là, c'est le trailer qu'ils ont montré pour lancer la plateforme.
petite parenthèse, vous pourrez tester à la fin, on a 2 casques de réalité virtuelle, donc vous pourrez tester 2 projets, un du New York Times et un de Targo justement. Voilà, donc si vous voulez, ça sera intéressant. On commence le débat. Le débat, c'est la réalité virtuelle, repousse-t-elle de limites de journalisme? Et le premier parti, ce sera sur l'impact en fait de réalité virtuelle de ces types de dispositifs. Qu'est-ce qu'il y a sur le journalisme? Est-ce qu'il va renouveler le journalisme? Est-ce qu'il va changer la manière de consommation, si vous voulez, des infos et des news? Et on commence avec Victor de Targo. Et quelles sont les attentes et exigences de vos commanditaires par rapport aux reportages que vous préparez, point de vue, angle, etc. Alors en fait, nous, du coup, ça dépend vraiment des médias avec lesquels on travaille. Il y a des médias, par exemple, USA Today, quand on travaille avec eux, ils ont 2 critères essentiels. Alors évidemment, le fait que ce soit très visuel, et deuxièmement, le fait qu'il y ait des accès qui soient vraiment privilégiés. C'est-à-dire que si on est n'importe qui, on ne pourrait pas avoir ces accès-là. Donc eux, ils vont prendre ces deux contraintes-là essentielles, et c'est ça qui va guider si on fait, par exemple, un sujet avec eux ou non. Alors Victor, on vous entend pas très bien, donc on va vous relancer parce que ça coupait pas mal. Et peut-être que pendant ce temps, on va poser une question ici à Toulouse, le temps que ça relance. Benjamin, vous avez déjà été sollicité pour ce type de projet un peu journalistique pour le coup, parce qu'au début vous êtes présenté comme une agence de communication. Donc est-ce que vous avez été sollicité par des médias, ou est-ce que sinon, est-ce que vous aimeriez travailler avec des médias, travailler sur des projets comme ça, d'information, et qu'est-ce que ça changerait pour vous? Alors, dans le milieu du journalisme, non. Malheureusement, on n'a jamais travaillé sur ce thème-là. Par contre, on a déjà dû utiliser les moyens de la réalité virtuelle pour faire véhiculer des messages, faire véhiculer des informations, pas forcément liées à l'actualité, mais en tout cas des informations pour une agence, par exemple, pour une société qui veut se présenter ou qui veut présenter un produit. Du coup, c'est pas forcément la même finalité, mais il y a quand même un message à faire passer. Et nous, on le voit plus comme un nouveau moyen de communication, plus que comme quelque chose qui va repousser des limites, en fait. Puisqu'au final, le message est le même et le fond est le même, c'est juste que la forme est différente. Donc il y a plus un travail qui est fait sur la forme et sur la façon dont on va faire passer le message, plus que sur modifier, en fait, ou se dire qu'on a des limites dans une diffusion de médias traditionnelle, en fait. Et du coup, qu'est-ce que sur la forme, justement, comment vous travaillez? Racontez-nous un peu votre processus de création d'un documentaire en réalité virtuelle. Alors, en fait, soit on peut avoir 2 façons de le faire. Pour faire simple, c'est soit on va partir sur de la 3D, soit on va partir sur du contenu média, donc de la photo ou de la vidéo. En fait, ça va varier en fonction de la façon dont on veut faire passer le message. C'est-à-dire que si c'est un contenu qui peut être filmé, qui peut être capté et qui peut être diffusé, on peut partir sur de la photo ou de la vidéo. Si au contraire c'est un contenu qui va être simulé, typiquement avec le médical par exemple, une opération, on va éviter de filmer une vraie opération avec des personnes réelles. Ça plutôt on va le modéliser, en fait on va travailler sur des animations réalistes, on va travailler sur de la modélisation très réaliste aussi. Pour que le message passe quand même et qu'il y ait surtout ce sentiment d'immersif. C'est ce sentiment-là qui est très très fort et qui est très important dans la réalité virtuelle au final, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire passer le message différemment. Et quand vous travaillez avec les équipes de médecins, par exemple, normalement c'est une équipe multidisciplinaire. Il y a des développeurs, il y a le médecin, il y a les personnes qui s'en occupent de contenu, ou c'est... Bien sûr. Alors en fait, pour le médical, c'est très très particulier, puisque là, on ne peut pas jouer avec les informations. Il faut que ça soit aussi réaliste que les gestes qu'on va retranscrire dans notre Serious Game, par exemple. Donc là, oui, on travaille avec une équipe de médecins, avec des laboratoires, qui eux, en fait, vont soit nous donner le set de données, soit valider en fait les données qui sont présentes dans l'application, que ce soit les mouvements des personnages qu'on va créer, les ustensiles qu'on va afficher. Et dans le cadre, par exemple, d'une formation à une opération, ça va être valider toutes les constantes, valider tous les noms des produits qu'on peut diffuser, valider aussi tout le matériel qui est présent dans la pièce,
parce que parfois on peut se retrouver avec du matériel qui a rien à faire dans une opération, enfin dans tel ou tel type d'opération. Et tout ça en fait c'est validé. Et ça peut même remonter après jusqu'à des organismes européens qui eux mettent des labels après dessus pour dire que ce logiciel est bien conforme à ce qui peut être enseigné soit dans des hôpitaux, soit dans des écoles, pour en fait valider que c'est un vrai serious game et que le contenu est vérifié. Et du coup, ça me paraît un long processus. C'est long, ouais, clairement c'est long, surtout que bon, les médecins n'ont pas forcément non plus que ça à faire. Donc il y a tout un processus d'abord de création graphique, de maquettage, et après de validation des données qui peut être très très long parce que même sur un serious game qui va durer 15 minutes, au final il y a énormément d'informations qui sont diffusées. Donc ça fait beaucoup de choses à valider et il faut tester, retester sans arrêt différents arbres de choix pour voir aussi comment le scénario peut évoluer. Donc ça peut être très très long. Ouais. J'ai l'impression qu'on a retrouvé Victor à Paris. Je ne sais pas si vous nous entendez. J'ai l'impression de vous entendre mieux aussi. Ah, c'est mieux. Du coup, on n'a pas trop entendu ce que vous nous expliquiez, donc on veut bien que vous nous refassiez un peu votre explication. Du coup, sur les exigences des médias, en fait, ça dépend vraiment des médias avec lesquels on travaille. Chacun va avoir leur ligne, chacun a sa ligne éditoriale à laquelle du coup on doit se soumettre et on doit proposer des sujets qui correspondent. Du coup, typiquement USA Today, je pense que c'est eux qui sont le plus exigeants sur les types d'histoires qu'ils vont sélectionner, ou du moins qui ont des critères très précis. Le premier critère pour eux, c'est le fait que ce soit extrêmement visuel. Donc extrêmement visuel, ça veut vraiment dire qu'il faut que partout autour, il y ait un intérêt à regarder en 360 ou en réalité virtuelle. Et deuxième chose, c'est avoir un accès qui est vraiment particulier, qui est vraiment unique. Donc ça veut dire par exemple que si on fait une visite, si on va dans une usine désaffectée, il faut faire quelque chose ou être avec un acrobate, vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on exploite ce lieu et qu'est-ce qui fait qu'on vit une expérience un peu unique. Après, le New York Times par exemple, on est sur des sujets qui sont un peu plus traditionnels. Et ils ont essayé énormément de choses aussi, ils ont pris beaucoup de liberté sur le nombre de sujets et sur les types de sujets qu'ils ont pu essayer. Parce qu'ils en avaient un par jour, donc du coup une vidéo 360 par jour donne aussi beaucoup de liberté pour essayer. Donc vraiment ça dépend des médias, mais assez instinctivement et c'est assez logique, c'est juste de dire quelque chose qui est extrêmement visuel et qui a un vrai intérêt en 360. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment au cas par cas après. Et les médias, et là je pose la question peut-être à Marine, mais également à tout le monde, est-ce que les médias sont aujourd'hui, et les journalistes, sont sensibilisés à la gamification? À ce côté-là, il faut qu'une information soit visuelle pour qu'elle soit rendue en réalité virtuelle, ou c'est encore, on en est encore loin, alors, en France notamment, parce que Marine, je crois que vous avez étudié pas mal la France. Alors est-ce qu'ils sont sensibilisés concrètement, je ne peux pas pouvoir généraliser. On voit quand même qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui existent, qui sont visibles, hein, où on voit effectivement, enfin vous parlez de gamification, on voit de plus en plus de ce qui s'appelle des jeux documentaires, où effectivement, par le biais d'une narration un petit peu singulière, où il y a des temps d'arrêt, on nous propose à un moment donné finalement d'interrompre notre parcours hein, dans ce qu'on est en train de nous raconter pour justement nous-mêmes nous mettre en action, nous poser des questions autrement. C'est-à-dire que plutôt d'être pris par la main par le journaliste ou par le documentariste, à ce moment-là, nous aussi, on va entrer. Je pense par exemple, peut-être que vous le connaissez, Jeu d'influence. C'était un documentaire pour Arte. Et puis, je crois que c'était Arte, enfin, télévision publique de toute façon. Non, c'était France 3, pardon. France Télévisions. Oui, France Télévisions, excusez-moi. Et d'accord, et ben voilà, et ben justement, c'est intéressant justement ce jeu documentaire où à un moment donné, effectivement, on se met dans la peau d'un personnage et puis finalement, c'est ce qui va nous permettre d'amener notre réflexion sur le sujet. Donc, je pense que on tend justement à utiliser les techniques du jeu vidéo aussi. Après, c'est une autre question de savoir est-ce qu'on est vraiment en train de jouer, mais en tout cas, on a des codes où on a notre avatar, où on peut aussi s'impliquer dans le sujet. Voilà. Est-ce qu'on peut voir Florent ? Florent, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors ma question est, par exemple, votre projet Reconstruire Haïti, comment c'était reçu par les journalistes et par le public? Alors, juste pour faire un petit point, je suis un peu chiant, je suis désolé, mais c'est juste un petit point des mots qu'on utilise qui ont leur importance. Pour moi, la gamification et le fait de faire des jeux vidéo, c'est pas la même chose. Et la gamification, c'est essayer d'employer des mécaniques ludiques pour faire passer une activité qui n'est pas un jeu pour un jeu.
Par exemple, c'est vous faire gagner des points et des badges pour que vous consommiez plus sur un site internet ou que vous consommiez plus d'informations, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui va taper du côté des logiques comportementalistes et du conditionnement, et qui, à mon avis, ne marche pas à long terme, parce que les gens sont pas idiots et ils finissent par se rendre compte de cette tentative de manipulation et ça finit par s'étioler. Par contre, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de se dire que le jeu vidéo en tant que tel, c'est un média, avec certes sa grammaire particulière, qui est la grammaire de l'interactivité, et qui est le fait de pouvoir poser des questions en cliquant à droite ou à gauche, en choisissant telle décision plutôt que telle autre, et de voir le jeu vous répondre. Ça, c'est un mode de transmission de l'information qui est différent de celui de la presse écrite, de la vidéo, de la radio ou de n'importe quel autre média. Et ça, c'est pas du tout le mode ultime, mais ça a ses avantages. Et c'est notamment effectivement ce qu'on a essayé de faire dans Jeux d'influence et ce qu'on a essayé de faire dans Reconstruire Haïti. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que Reconstruire Haïti, mais... Vous pouvez expliquer peut-être en 2 mots? Voilà, Reconstruire Haïti, ça prend la forme de ce qu'on appelle un long form. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un long form, mais en gros, c'est ces reportages au long cours qui se parcourent en scrollant à la souris et en lisant, voilà, peut-être 30 000, 50 000 signes. Donc, des gros reportages qui sont mis en forme avec un appui multimédia, donc des photos, du son, des illustrations, enfin ça dépend un petit peu, tout est possible. Donc nous on a fait un long form, simplement c'était un long form qui parlait de la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre de 2010 et de pourquoi est-ce que c'était si dur pour Haïti malgré les millions, les dizaines, les centaines de millions d'euros de l'aide internationale, pourquoi est-ce que c'était si dur pour Haïti de se reconstruire. Puisqu'on l'a fait en 2014 et que la reconstruction n'avait pas beaucoup avancé. Donc on a séparé le propos en 5 parties, et à la fin de chaque partie, on disait aux gens, bah voilà, on va vous mettre dans la peau du maire d'Haïti qui va essayer de lutter contre la bidonvillisation, on va vous mettre dans la peau du ministre de l'Agriculture qui va essayer de faire en sorte de promouvoir les cultures vivrières, on va vous mettre dans la peau de l'investisseur qui va décider d'investir soit en Haïti, soit dans un autre pays du monde. Et vous allez devoir faire des choix et comprendre que les conséquences à court terme et les conséquences à long terme s'opposent parfois. Ce qui est une bonne décision à court terme peut avoir des conséquences désastreuses à long terme. Et ça, c'est très simple, hein. C'est un article plus des petits passages de livres dont vous êtes le héros. Mais rien que ça, en fait, ça a eu un grand effet sur l'implication des lecteurs. Et par exemple, on a gagné un prix de la part de l'Online News Association, donc c'est un petit peu le festival de Cannes du journalisme web, parce qu'ils trouvaient qu'on utilisait cette grammaire de l'interactivité d'une manière très simple, mais en même temps très engageante, et qu'on permettait aux gens de faire des erreurs et de comprendre pourquoi ces erreurs en étaient, et du coup de réaliser un petit peu pourquoi est-ce que la situation dont on leur parle, celle de la reconstruction d'Haïti, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Et votre dernier projet, Enterre-moi mon amour, ça c'est un peu différent. D'abord, c'est une histoire très différente. C'est aussi interactif. Et si vous pouvez parler un petit peu sur ces projets-là. Alors, Enterre-moi mon amour, ça vient aussi du réel, puisque ça vient d'un article qu'on a lu dans lemonde.fr qui s'appelle « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp » et qui racontait comment une jeune femme partie de Syrie et arrivée en Allemagne était restée en contact avec sa famille via son téléphone portable et via WhatsApp tout au long de son voyage. Et en lisant cet article, je me suis dit c'est incroyable parce que c'est à la fois extrêmement proche. Je veux dire, j'utilise WhatsApp tous les jours. J'envoie des emojis comme cette jeune fille envoyait des emojis. Je fais des blagues comme elle faisait des blagues. Enfin, on est vraiment très proches. Et en même temps, elle discute de questions de vie ou de mort, alors que moi, c'est pas pour ça que j'utilise WhatsApp. Donc je me suis dit, ça c'est un matériau hyper intéressant pour faire un jeu. Et on a contacté cette jeune fille par l'intermédiaire de la journaliste du Monde.fr et toutes les deux ont accepté de nous aider à écrire une fiction. Alors là, on est très clair sur le fait que c'est une fiction. Mais c'est une fiction extrêmement documentée dont le but est de faire comprendre ce que ça fait d'avoir quelqu'un à qui on tient plus que tout, qui est à quelques milliers de kilomètres et qui prend des risques insensés sans qu'on puisse rien y faire. Donc notre jeu, il a l'apparence d'une application de chat et c'est en gros une réflexion sur
le sentiment de dépossession et de la perte de contrôle qu'on peut avoir quand quelqu'un qu'on aime prend le risque de la migration alors que soi-même on ne part pas, puisque le joueur joue le rôle du mari d'une jeune femme qui s'appelle Nour. Nour part vers l'Europe alors que son mari reste en Syrie. Alors on a essayé de faire vivre ça par l'intermédiaire de cette interface qui est connue, parce que ça reflétait directement les situations réelles que connaissent des centaines de milliers de migrants tous les jours. Donc finalement, il y a un travail qui est croisé entre un travail journalistique, un travail technique, un travail de créateur de jeux vidéo. C'est ça la réalité virtuelle. On est obligé de passer par et de croiser tous les métiers. Donc, je pose la question peut-être à tout le monde. Alors à Florent, vu que vous avez la parole, et puis après aux autres. Moi, je dois avouer que je suis ambivalent sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D'un côté, ça m'attire évidemment beaucoup parce que technologiquement, c'est fascinant. D'un autre côté, je ne suis pas très à l'aise avec la promesse de dire, parce que vous mettez un casque sur votre tête, vous vous retrouvez dans la peau d'eux, ou vous vous retrouvez en empathie avec. Je pense que l'empathie, elle passe peut-être plus par des faits, des histoires, des relations intimes, que par uniquement une fenêtre ouverte sur le monde. Donc je ne sais pas trop quoi en penser et je vais peut-être laisser la parole aux gens qui en font et qui auront probablement une idée beaucoup plus intelligente que moi sur le sujet. Benjamin a pris le micro. Alors juste, en fait, je pense que la réalité virtuelle, il faut le voir comme un outil plus que comme une solution. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est des casques, c'est des téléphones qui permettent d'immerger des gens dans des situations. Mais un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, au final, ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé dans la réalité virtuelle. En tout cas, par le biais de la réalité virtuelle. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre du fait de cette nouvelle technologie, au final, même si ça existe depuis des années et que c'est utilisé depuis des années. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que c'est de plus en plus médiatisé via le jeu vidéo en premier. C'est pour ça que c'est un des premiers thèmes auxquels on pense quand on parle de réalité virtuelle, puisque là, on parle de gamification, on parle de jeux vidéo. Mais c'est utilisé dans beaucoup d'autres domaines, et notamment industriels, pour travailler. Pour faire de la formation aussi en interne, il y a des grandes industries aéronautiques qui utilisent la réalité virtuelle pour former ces salariés à faire des interventions, par exemple sur des appareils à des endroits qui sont très difficiles d'accès. Donc au final, quand vous disiez que ça mélange tous les corps de métier, c'est vrai parce qu'en fait la réalité virtuelle ça s'applique à tous les métiers, il pourrait y en avoir partout en fait. C'est ce qu'on est en train de voir, ça se diffuse. On en voit aujourd'hui dans le journalisme, mais il y en a partout. Donc je pense qu'au final la réalité virtuelle est plus un outil que vraiment un objet unique en fait. C'est plus ce pourquoi on va l'utiliser qui va être important. Je voudrais poser la question à Victor. Qu'est-ce que ça change, un reportage immersif? C'est vrai que l'empathie a beaucoup été mise en avant au début comme étant la grande différence qu'apportait la réalité virtuelle. Et je pense qu'en effet, sur certains types de sujets, ça peut permettre vraiment de créer de l'empathie. Je ne pense pas que ce soit la seule promesse du moyen. Je pense que ça permet aussi d'expliquer et de comprendre mieux certains types de situations. Et je pense pas que l'empathie, même si c'est important, même si sur certaines histoires ça compte, et on avait fait un documentaire d'ailleurs sur des vétérans américains qui revenaient en France pour la première fois depuis le débarquement de Normandie. Et du coup, c'était un documentaire qu'on avait vendu à USA Today et qui a été diffusé et sélectionné au festival VR à Arles. Là, pour le coup, l'empathie, ça a une place importante parce qu'on est avec ce vétéran qui nous raconte ce que c'était lui, à son époque, d'arriver ici. L'idée à ce moment-là, c'est juste de pouvoir mieux comprendre l'histoire de cette personne-là. Donc l'empathie, c'est important. Je pense pas que ce soit le seul point de la VR. Et nous, aujourd'hui, sur les reportages qu'on fait, l'empathie n'est pas forcément ce qu'on va chercher. Voire, souvent, c'est pas du tout ce qu'on va chercher. Donc sur ça, je pense que la VR apporte... c'est pas l'angle, du coup, qu'on choisit nous. Ce que ça apporte après, sur l'immersion, déjà, ça permet d'expliquer beaucoup mieux des choses. On avait beaucoup travaillé pendant la présidentielle avec France TV sur le décryptage de la communication politique et comprendre comment, par exemple, à un meeting de Marine Le Pen, comment est-ce que la communication du parti se met en place, où sont les journalistes, où sont les caméras du parti, comment est faite toute cette réalisation. Et là, la 360 a un intérêt parce qu'on peut vraiment voir les artifices. On avait fait ça aussi sur Macron qui se déplaçait et on voyait bien que tous les journalistes de presse étaient d'un côté et on isolait
monde pour avoir d'Emmanuel Macron tout seul en train de se je sais plus exactement où c'était, mais c'était de remémorer devant une tombe. Et du coup, typiquement, là, la 360 a un intérêt parce qu'elle permet vraiment d'expliquer quelque chose que la 2D, que la vidéo traditionnelle ne permet pas de faire. Du coup, je pense vraiment en fait que c'est énormément de cas particuliers. Après, il y a des grandes tendances, il y a de l'empathie, il y a de l'explication, de la curiosité, mais il y a énormément de choses et je pense qu'on en est encore aussi qu'au début là-dessus. Et il faut donner le temps au temps et même à l'audience de comprendre l'intérêt que peut avoir la 360. Et qu'est-ce que ça change qui possède aussi à consommer ce type de contenu. Et qu'est-ce que ça change pour un journaliste qui veut tourner un reportage immersif et, parce que c'est un différent processus, en fait. Parce que c'est... Vous m'attendez ou pas? Complètement. En fait, oui. de la pré-production à la production, à la post-production, tout est vraiment différent. Déjà, c'est des compétences qui sont nouvelles. Celle de tourner en 360. Nous, on fait le parti pris tout le temps de jamais laisser le journaliste dans le champ. Ça veut dire que quand il y a une interview ou n'importe quel plan, il faut que le journaliste aille soit se cacher, soit se mettre à l'écart. Donc, du coup, ça, c'est une technique de tournage qui est différente, qui demande aussi d'habituer les personnes qui sont interviewées, ce qui fait que c'est pas forcément appliqué à tout type de journalisme. Par exemple, je pense que du journalisme d'investigation est beaucoup plus compliqué à faire sur des interviews en 360 en VR, parce qu'on peut tout simplement pas forcément faire une réponse, une relance à un moment donné. Donc sur la production, il y a beaucoup de différences techniques, et ensuite sur la post-production, là il faut du coup monter beaucoup en compétences, et ça veut dire tester énormément de choses. Donc ce que ça change, je pense, c'est surtout des contraintes techniques qu'il faut avoir en tête et qui passent par en fait simplement des heures de test et d'apprentissage. Mais je pense pas après que le métier n'est pas fondamentalement changé sur ça. C'est juste des contraintes techniques de la même manière que quand on rédige un article ou quand on fait une vidéo, c'est des outils différents. Ça, c'est juste que c'est des outils qui sont nouveaux, qui demandent un apprentissage soit autodidacte, soit par des formations, mais aujourd'hui, j'en connais pas énormément. Du coup, je pense que c'est juste qu'il faut se familiariser avec l'outil, mais après, je pense que le métier de journaliste n'est pas fondamentalement changé par la technologie qui est utilisée. Je profite de votre intervention sur les outils pour vous proposer d'écouter Gilles Fraissinet, qui est directeur du développement numérique chez Arte France et qu'on a interviewé parce qu'il ne pouvait pas être présent malheureusement. Donc on a isolé quelques-uns de son interview, quelques minutes de son interview. Et justement, il parle de ça, des outils et de l'effet un peu gadget et de ne pas oublier que derrière, il faut du contenu et pas que l'outil, quoi. Avoir l'illusion de se dire grâce à une caméra 360 j'ai la vue panoptique et puis j'ai pas besoin de point de vue et j'ai l'illusion de l'objet du journalisme objectif. Voilà, c'est pas vrai évidemment, on le sait, mais c'est toujours intéressant de le rappeler parce que on peut être vite fasciné par une technologie et se dire qu'elle rend possible quelque chose qui n'était pas auparavant. Là, ce qu'elle rend possible, c'est d'avoir des points de vue multiples peut-être ou d'avoir des regards que l'on n'arriverait pas à synthétiser peut-être dans des vidéos classiques, mais c'est pas forcément évidemment ça. Enfin, il y a eu des exemples, notamment en Syrie, je crois, où il y a un reportage était fait en vidéo 360. En gros, on pouvait voir les deux fronts si on tournait la tête. Parfois, un split screen avec deux caméras qui sont embarquées au cœur des deux camps opposés, c'est plus pertinent, ou en tout cas, ça permet de mieux comprendre. Là, l'enjeu de la VR, ce que disent en tout cas voilà, c'est beaucoup des points de vue américains notamment, mais c'est le fait d'être hyper proche du sujet, d'être parfois en vue subjective, donc de moi, spectateur, je vois le sujet dont on parle, peut rendre beaucoup plus impactant un reportage et donner beaucoup plus d'émotion au spectateur. Ça, c'est un vrai débat. C'est ce qui a amené aussi beaucoup d'ONG à faire beaucoup de réalité virtuelle, de vidéos à 360, comme l'ONU, avec des études à l'appui disant que voilà, les gens qui avaient vu une vidéo d'un pays en proie à la famine, en proie à la guerre civile, avaient été beaucoup plus touchés et plus sensibles au sujet après avoir vu de la VR. Moi, je reste un peu convaincu que un mauvais film de VR sera moins émouvant qu'un bon documentaire classique. Donc, c'est un peu une banalité peut-être, mais ça peut, à mon avis, ça peut évidemment décupler les émotions et vraiment
déstabiliser la personne qui regarde parce qu'elle est fermée, elle est isolée, elle est au cœur du sujet, mais il faut encore savoir bien manier cet outil et c'est pas évident, je trouve. Voilà, l'idée était celle-là de dire attention, attachons-nous au contenu et après on verra la technique et la technologie utilisée. En fait, ce que je trouve intéressant dans le reportage immersif, c'est que, en fait, les journalistes n'est pas là. C'est plutôt, on met le spectateur dans l'action, d'une manière, et les journalistes, il n'est pas. Mais il y a le regard, il y a le journaliste qui guide, mais il ou elle n'est pas là. Beaucoup sur le fait de guider le regard, parce qu'on trouve qu'il y a un paradoxe au format qui est que la 360 permet de regarder partout, mais en même temps on a quand même envie d'être guidé quand on est spectateur, parce qu'on n'a pas envie de pouvoir regarder dans tous les sens. Du coup il faut donner la liberté d'aller voir tout autour, donc ça passe par des techniques assez simples, de doubler le texte par exemple, de doubler les titres et de les faire apparaître tout autour. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail, et ça c'est surtout de la post-production, pour guider le regard du spectateur. C'est des choses qui se réfléchissent, mais en tout cas, c'est vraiment, là pour le coup, je rejoins ce que dit Gilles Fressigné sur ça, qui est que c'est juste de la technique. En fait, la technique, elle doit être mise au service d'autres choses, et que la 360 pour la 360, la VR pour la VR, ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, du moins, c'est pas notre approche. Cela dit, la technique, elle a un coût. Elle est quels sont les moyens techniques pour une production en réalité virtuelle ou en 360? Là, je me tourne vers Benjamin peut-être. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est accessible aux kidam, aux journalistes, à n'importe qui? Alors aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de devices, notamment des caméras et des appareils photo qui permettent de faire de la vidéo et de la photo 360 assez facilement et pour un prix peu élevé. Aujourd'hui, quasiment tous les téléphones qui sortent aussi sont équipés de technologies permettant d'être équipés dans un cardboard et d'avoir du coup une réalité virtuelle accessible. Après, il en existe pour tous les coûts et tous les budgets. Si on part sur de la réalité virtuelle avec des casques, notamment on l'a avec l'Oculus Rift et l'HTC Vive, qui réduit ses coûts de plus en plus depuis qu'il est sorti, mais à l'époque où il est sorti, c'était quand même réservé à un public assez technophile, qui voulait s'équiper rapidement pour pouvoir tester ça, et des industries. Mais aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire une vidéo ou une photo 360 et de la diffuser. On a Facebook, par exemple, qui est déjà équipé pour recevoir des photos panoramiques et les transformer en photo 360. Donc n'importe qui fait une photo panoramique avec son téléphone, quasiment tous les téléphones sont équipés aujourd'hui, peut faire et diffuser un contenu 360 sur Internet. Donc les coûts de production peuvent être très bas pour un usage grand public en fait. Pour du 360. Pour du 360. La réalité virtuelle, c'est peut-être un peu plus. Alors ça peut, on peut très bien. Un 360 peut devenir une réalité virtuelle avec un cardboard sans problème. Donc l'un peut aller avec l'autre. Pour vos reportages, les coûts, est-ce que c'est considérable? Et je voudrais aussi savoir, par rapport au temps, combien de temps vous prendre pour réaliser un reportage immersif? C'est une question qui est compliquée parce que c'est une question de jour homme. Donc c'est une question d'ampleur du projet et ça dépend en fait simplement de. En fait, il y a plusieurs. Les médias en France, on sait quand même que la contrainte essentielle, c'est le budget. Du coup, souvent, on va partir du budget, de savoir voilà ce qu'on peut vous faire sur un temps donné. Aux États-Unis, il y a plus d'argent, mais en fait, ça dépend vraiment du type de projet qu'on fait. Donc ça, nous, c'est vraiment. C'est difficile de donner un prix de reportage de manière générale, parce qu'il n'y a pas de deux reportages qui vont être identiques, que ce soit en termes de scénarisation, de production, de post-prod. Donc, du coup, c'est difficile de donner une fourchette, mais c'est des coûts qui sont un peu supérieurs à la vidéo traditionnelle, puisqu'il y a des coûts de post-production qui sont plus élevés, et qu'on se positionne avec du matériel qui est plutôt professionnel et qui n'est pas celui de l'iPhone et de la vidéo 360, enfin de la photo 360. Mais pour revenir justement sur ça, sur la vidéo 360 et la VR, la seule distinction qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il y a un type de contenu qui est la vidéo 360, qui peut être consommé ensuite de différentes manières. Il peut être consommé dans un casque de réalité virtuelle, sur un écran, sur un mobile, mais c'est le même type de contenu. Donc demander est-ce qu'une 360 peut devenir de la VR, en fait, la réponse est oui, c'est juste que de la même manière que tout peut devenir de la VR. Mais donc, en tout cas, je ne sais pas si sur la question des coûts,
je réponds, le point étant que ça dépend du projet. Et donc ça, pour le coup, nous, on a un fonctionnement qui est assez proche d'une boîte de production traditionnelle, qui est de faire des devis sur des demandes de clients. Du coup, le choix du sujet, quand on choisit un sujet qu'on veut traiter en réalité virtuelle, on dit non, ça c'est pas possible parce que c'est pas assez visuel, ça c'est pas possible parce que l'histoire est pas immersivement immersive. On élimine beaucoup de choses. Ouais. On élimine beaucoup de choses. Après, on pense aussi qu'il y a une manière de toujours tourner un sujet pour le rendre plus intéressant. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Typiquement, on avait fait des tests au salon de l'agriculture pour voir est-ce que c'était intéressant. On se dit un événement comme ça peut être intéressant de le couvrir. La réalité, c'est qu'en vidéo 360, ça n'a pas du tout d'intérêt. C'est qu'en vrai, ce qu'on va juste voir, c'est que c'est un immense hangar. Et là, typiquement, la vidéo 2D a un vrai avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des gros plans. En 360, on ne peut pas faire ça. Du coup, on doit toujours réfléchir à est-ce que ça a un intérêt 360. Donc vraiment, on passe beaucoup de temps à éliminer des sujets. Mais il y en a énormément qui peuvent avoir un intérêt. Prenons un exemple concret. Disons, on veut faire une vidéo dans une cuisine, une vidéo sur un thème sur de la nourriture, par exemple. La 360 sera très mauvaise pour expliquer une vidéo un peu à la Tasty, pour expliquer une recette, pour montrer à quel point la nourriture a l'air délicieuse. Ça ne sera pas du tout l'objet de la 360. Là où la 360 aura un intérêt, c'est de dire si on veut montrer dans la cuisine comment le chef interagit avec toutes ses équipes, comment est-ce que les plats sortent. Donc en fait, on peut toujours spinner un sujet de manière à le rendre intéressant et un intérêt en 360. Pour qu'on puisse, on puisse guider et justifier une 360. Mais sur ça, ensuite, nous, on est largement conscient du fait qu'il y a des sujets qui n'ont pas d'intérêt en 360 et qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'intérêt en 360. Donc ça, c'est pareil, là pour le coup, on est vraiment sur... c'est une expertise qu'on développe aussi. Typiquement, USA Today est venu nous voir en nous disant on travaille sur des projets de structure, enfin de l'ingénierie de masse, et du coup on leur demande ce que ça veut dire, et ils nous expliquent qu'ils cherchent des super grandes structures en 360. Et là, on va leur proposer des sujets qui, en France, peuvent faire du sens dans ces thèmes-là. Justement, vous parlez de projet, j'ai envie de poser la question à Florent peut-être. Comment ça se passe quand on a ce type de projet? Comment on coordonne tous les intervenants? Est-ce qu'on écrit beaucoup? Est-ce qu'on scénarise beaucoup plus que sur un projet ou sur un documentaire classique? Non, je pense pas. Je pense que dans un documentaire classique... Enfin après, il y a vraiment plusieurs manières d'aborder la chose. Mais je pense que, premièrement, dans un documentaire classique, on écrit déjà beaucoup. En tout cas, dans une certaine école du documentaire, on a tendance à beaucoup écrire et beaucoup préparer le tournage. Et à contrario, on dit toujours que les game designers dans un jeu vidéo écrivent des documents de game design pour que personne ne les lise. Et c'est un peu vrai. Donc, on communique beaucoup, on discute beaucoup, on prototype beaucoup. Mais c'est pas vraiment nécessaire d'écrire énormément. C'est important de poser un petit peu les principes de base. C'est pas nécessaire, je pense, de poser chaque virgule à partir du moment où on travaille avec des gens qui sont capables de proposer et d'être force de proposition, puis ensuite de pas trop avoir de scrupules à jeter un prototype parce qu'une fonctionnalité va pas marcher et va être remplacée par une autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose. Je suis très très proche de ce que disait Victor sur l'approche qu'il a de qu'est-ce que c'est que la VR. C'est pareil avec l'utilisation de jeux vidéo pour raconter le monde. C'est pareil avec en fait les utilisations de toutes les nouvelles technologies qui arrivent dans une société et qui vont un petit peu s'immiscer dans plein de champs différents, en l'occurrence là le journalisme, le divertissement, le jeu vidéo, le cinéma pour la VR. Il faut pas leur accorder, il faut pas les mépriser évidemment, il faut pas non plus leur accorder plus d'importance qu'elles n'ont. Souvent je vois la VR va révolutionner le journalisme, et ça me fait marrer parce que moi j'ai lu avant le jeu vidéo va révolutionner le journalisme, et encore avant les blogs vont révolutionner le journalisme. En fait non. C'est des outils de plus dans la boîte à outils des journalistes qui voudront bien s'y pencher et s'y intéresser. Et c'est super, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens différents de raconter le monde. C'est beaucoup plus riche que quand on a commencé avec uniquement un stylo et un bloc-notes. Mais il faut pas y voir plus que ça non plus. Et si on doit commencer à transformer un sujet pour qu'il rentre bien en VR, ou à transformer un sujet pour qu'il rentre bien en jeu vidéo, on arrive aux mêmes abus qu'on a pu avoir avec la télévision,
où le simple fait d'introduire une caméra dans une réalité déformer complètement cette réalité, ou le simple fait de devoir respecter un minutage de 1 minute 30 pour être au journal télévisé faisait qu'on avait une vision complètement lapidaire du monde. Donc en tant que créateur, on a le devoir de prendre garde à ça et de se dire, est-ce que le sujet dont je suis en train de parler et la manière que j'ai de l'aborder sont vraiment en adéquation avec la nouvelle technologie ou la nouvelle philosophie que j'essaie d'utiliser. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas forcer. Je crois qu'il y a quand même Oui, allez-y. Non, je partage exactement la même vision que Florent là-dessus, que c'est exactement ça qui est, c'est un nouvel outil dans une boîte à outils, mais on n'est pas en train de révolutionner. Et toutes ces visions qui disent voilà, que la réalité virtuelle va révolutionner le journalisme, on sait très bien que c'est faux aujourd'hui. Et toutes ces visions toujours un peu quasiment démiurgiques de la technologie, enfin, moi j'ai toujours pris beaucoup de distance avec, donc je me reconnais vraiment dans le discours de Florent là-dessus. De ce que vous avez vu, Marine, peut-être pour vous faire réagir sur ça, parce que vous avez travaillé, vous avez fait une thèse sur ce sujet-là, peut-être que vous pouvez nous préciser un peu plus le sujet de votre thèse. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? La réalité virtuelle ne va pas changer le monde du documentaire, ne va pas changer les modes d'écriture ? Alors moi, ma thèse ne portait pas sur la réalité virtuelle, mais vraiment sur les serious games et sur les modalités narratives. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce qu'avait dit Florent, justement sur la nécessité, enfin, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'écrire plus, mais c'est vraiment, enfin, de mon expérience, c'est-à-dire qu'on a développé en fait un serious game en prise de vue réelle, donc vraiment basé sur les techniques, hein, évidemment vraiment tirées du cinéma classique, mais auxquelles on devait les confronter à l'interactivité. Et dans le premier prototype qu'on a réalisé, en fait, on s'est rendu compte que donc c'est un serious game destiné aux médecins généralistes pour les former à la communication. En fait, qu'à chaque fois qu'ils gagnaient des points, en fait, il y avait un côté complètement artificiel dans la réalisation, c'est-à-dire j'ai une bonne réponse, je gagne des points, mais au bout du compte, qu'est-ce que j'ai apporté de plus ? On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, que finalement, au bout du compte, j'avais beaucoup de points, mais à quoi ça nous amène ? Et donc finalement, c'est un vrai travail de réécriture en se disant, mais à quoi elle va me servir cette interactivité-là ? Et donc du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Florent, justement, où finalement... il faut réfléchir finalement au contenu, à qu'est-ce que je vais amener. Et finalement, on a repensé l'aspect ludique pour le présenter autrement, plutôt que ce soit simplement un rajout. Donc en fait, c'était pour vraiment rejoindre ce qu'il disait, parce que je trouvais que c'était totalement juste. Et du coup, ça change les modes d'écriture, les modes pour vous, pas, de ce que vous avez constaté ? Ça l'enrichit, je pense. Ça permet d'ouvrir des possibilités. Forcément, on a un arbre de choix, on ouvre un champ des possibles. Mais simplement, on sait quand même là où est-ce qu'on veut aller. Donc, il y a quand même la notion. Personnellement, je doute un peu de la notion de liberté laissée totalement à l'utilisateur. On sait quand même qu'est-ce qu'on veut dire. On peut lui donner des clés pour avancer. Donc, je pense pas que ça. Fondamentalement, ça change pas. Ça permet simplement d'ouvrir le regard, je dirais, surtout. On n'est pas en 360, mais par le fait qu'on va pouvoir aller explorer, plutôt de la vidéo ou me poser tel type de questions, je vais réfléchir sur le sujet autrement. Mais c'est simplement des modalités en plus, mais pas forcément renouvelées totalement. Enfin, pour mon point de vue, en tout cas. Benjamin, vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, après moi je suis d'accord depuis le début pour dire que la réalité virtuelle doit être vue comme un outil. Après en termes de réécriture, alors je suis pas du tout spécialisé dans tout ce qui est documentaire ou journalisme, mais par contre nous ce qu'on voit c'est que effectivement il y a quand même un travail à faire du fait qu'on soit sur un outil comme la réalité virtuelle, dans la façon dont on présente les choses et la façon dont on anime en fait le projet. Ça passe notamment par l'utilisation des caméras, s'il y a des animations, parce qu'il ne faut pas oublier que la réalité virtuelle peut être assez agressive pour un utilisateur. Il y a quand même une notion de motion sickness qui peut être créée, donc la personne peut être malade en fait du fait d'être immergée dans un projet en réalité virtuelle. Et du coup, il y a quand même des usages qui sont différents, il y a des techniques qui sont différentes du fait qu'on soit sur un projet en réalité virtuelle, plus que sur un projet vidéo ou un média 2D. Donc il y a quand même des spécificités je pense, à prendre en compte du fait qu'on soit sur cet outil-là. Mais après, en termes de contenu, pour moi, c'est vraiment ça qui va faire le changement du fait de pourquoi on utilise la réalité virtuelle ou pas.
Je crois qu'on peut parler d'une ouverture de regard pour les serious games, comme vous avez remarqué, et aussi pour le reportage immersif. C'est une ouverture de regard et c'est aussi de multiples possibilités de voir les choses. Ouais, moi, il y a une question que je me pose qui rejoint un petit peu la tienne. C'est est-ce que cette ouverture du regard est possible? Enfin, quelles sont les conditions physiques à cette ouverture du regard? C'est-à-dire que il y a quand même une question avec la réalité virtuelle qui est celle de l'outil, des casques de réalité virtuelle ou des Google Cardboard ou des alternatives qui existent. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, moi je fais partie de la commission du Fonds d'aide aux jeux vidéo du CNC. Et au Fonds d'aide aux jeux vidéo, on reçoit à chaque commission des dossiers de jeux en VR qui sont super souvent, qui sont très bien. Enfin, parfois ils sont bien, parfois ils sont moins bien, peu importe. Mais qui ont des budgets de production qui vont des centaines de milliers d'euros aux millions d'euros. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, notre réaction dans la commission est la même. C'est on met ça en face du taux d'équipement en Oculus Rift, en HTC Vive, etc., etc. Et puis on se dit, comment est-ce que ça peut marcher, en fait? Comment est-ce qu'aujourd'hui, le grand public peut avoir accès à la VR? A priori, je dis peut-être une bêtise, et je demande aux experts de me corriger si c'est le cas. A priori, c'est pas encore trop possible. Et par contre, il y a d'autres usages, des usages professionnels, de formation, des usages même presque qui rappellent la fête foraine, où on va venir dans une salle pour avoir une expérience VR, qui commence à se développer. Mais je me dis, quand est-ce qu'on pourra vraiment parler de la possibilité ouverte à porter un regard différent sur un sujet, alors qu'aujourd'hui, il me semble que le sous-équipement technologique est un peu en travers de cette possibilité-là. Benjamin va répondre. Voilà, clairement, pour rebondir là-dessus, moi, quelque chose que je dis depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est un outil pour les professionnels. Pour le particulier, on trouve très peu d'usage, en fait, notamment en termes de coût, puisqu'il faut s'équiper. Alors, à part les téléphones aujourd'hui qui permettent de le faire, comme j'ai dit, avec un cardboard, mais on reste quand même sur du low cost, entre guillemets. Dès qu'on veut s'équiper pour avoir quelque chose d'un peu plus haute définition, il faut un bon ordinateur, il faut acheter le matériel aussi, le casque. Bien que PlayStation joue bien sur le jeu là-dessus, en permettant de s'équiper pour moins cher que d'autres casques sur le marché. Aujourd'hui, c'est surtout utilisé à usage professionnel. L'automobile l'utilise depuis 5 ou 6 ans dans ses processus industriels pour maqueter et pour travailler sur des maquettes de véhicules. Il y a notamment quelque chose moi qui m'avait marqué, c'est le salon de l'auto l'année dernière, où 100% des stands utilisaient de la réalité virtuelle pour présenter leurs modèles. Ils en avaient tous. Alors, ça va aller de toutes les marques. On avait du Samsung Gear, on avait de l'Oculus, on avait du Vive, on avait de tout. Il y a même des cinémas 4D qui étaient installés avec des fauteuils, des véhicules qui permettaient de s'immerger dans le nouveau. Je crois que c'était Seat qui avait fait ça, qui synchronisait 20 casques simultanément. Et il y avait une expérience VR avec la nouvelle Ibiza sur un circuit, avec des fauteuils hydrauliques qui permettaient d'avoir vraiment l'impression de conduire la Seat sur circuit. Aujourd'hui, clairement, moi, ce que je vois, c'est que 90% de mes clients, ils sont dans le privé. Enfin, en tout cas, ils sont dans le secteur en B2B. Et c'est là-dedans qu'ils veulent de la réalité virtuelle pour l'effet waouh et pour des processus industriels. Aujourd'hui, clairement, pour le grand public, je pense que c'est pas encore suffisamment adapté. C'est pour ça que je parlais de technophiles tout à l'heure. Dire qu'en fait, c'est les premiers à s'en être équipés, c'était des gens qui étaient déjà très curieux, qui étaient déjà en avance énormément sur d'autres personnes sur la technologie et qui voulaient sans arrêt en fait s'équiper avec les dernières technos et absolument voir ce que ça pouvait donner la réalité virtuelle dans le secteur du jeu vidéo, puisque c'est les premiers usages qui ont été faits. Les premières choses qu'on voyait dans le public, c'était des montagnes russes en réalité virtuelle. Ce qui était, je pense, d'ailleurs une grosse connerie parce que c'est la meilleure chose pour dégoûter tout le monde, la réalité virtuelle. Comment être malade en 30 secondes et se dire, bon, ok, la réalité virtuelle, c'est pas pour moi. Donc je pense qu'ils se sont fermés à beaucoup de gens en déployant d'abord ces choses-là avant de montrer vraiment des contenus qui pouvaient être plus immersifs et plus agréables à regarder. Voilà. Et est-ce que effet waouh et information font bon ménage ? Je pense que l'effet waouh, pour le coup, c'est simplement la première impression quand on découvre la technologie. Et l'effet waouh ne permettra pas de créer un usage récurrent
auprès des consommateurs ou même auprès dans le B2B. Je pense vraiment pour le coup sur ça, ou que le contenu et du coup dépasser l'effet wow, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut mettre un casque sur la tête de n'importe qui et lui dire regarde, la réalité virtuelle, c'est incroyable. Faire en sorte que quelqu'un revient pour revoir un contenu en réalité virtuelle ou en vidéo 360, là, ça demande de pas justement jouer que sur l'effet wow, mais de faire en sorte que le contenu ait un vrai intérêt, soit de bonne qualité. Mais du coup, moi, il y a quelque chose auquel je crois pas mal en France, pour revenir sur la mode de consommation et de distribution. C'est aux États-Unis, ils ont distribué 4 millions de cardboards au début. Par exemple, le New York Times, ils ont envoyé 4 millions de cardboards à tous leurs abonnés pour leur faire tester leur dernière application en réalité virtuelle. En France, on n'a pas encore de média qui a fait quelque chose de cette taille-là. On ne sait pas d'ailleurs si ça se passera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes ces salles, du coup, ce dont tu parlais, Florent, qui sont toutes les salles en réalité virtuelle. Il y a MK2VR qui s'est lancé, qui est quand même significatif et qui fonctionne plutôt bien. Les premiers chiffres avaient l'air très encourageants. Il y a Diversion Cinéma qui est installé au Forum des Images qui fait aussi ça. Donc, je pense que une salle et un lieu de consommation physique en France qui est vraiment intéressant. Parce que du coup, on a une expérience utilisateur qui est sympa. On arrive, on essaye pour 30-40 minutes des contenus qui sont intéressants. Ça permet d'avoir l'effet wow et aussi de découvrir des vraies choses. Et je pense que l'effet wow, c'est les 10 premières minutes. Et après, les 30 minutes ou les 20 minutes qui restent vont être dédiées à des vraies expériences de qualité. Donc je pense qu'en fait, tout ça va ensemble. C'est-à-dire le fait d'avoir un contenu qui dépasse l'effet wow et le fait d'avoir des modes de consommation qui se mettent en place, je pense que ça va ensemble. Et le dernier point sur ça, pour moi, c'est qu'en France, on parlait du fait que les casques étaient prêts au début, que le Vive, le Rift, c'était des technologies qui fonctionnaient. En fait, il faut dire, à mon avis, il y a la rapidité des processeurs et le fait qu'effectivement, on était capable d'afficher une image avec un taux de rafraîchissement suffisamment rapide pour ne pas rendre malade. C'est pas la même chose que avoir une technologie qui est vraiment prête et qui a une expérience utilisateur qui est agréable. Et au-delà de la technologie, il y a aussi peut-être les diffuseurs. Oui, vas-y. Florent, vas-y. Non. Non. Au-delà de ce que tu dis. Pardon, vas-y. Qui parle, j'arrive plus à comprendre. Vas-y, c'est toi. Ok, go. Non, ce que je voulais dire, c'est juste que l'expérience utilisateur aujourd'hui, quand on met un casque, est objectivement pas très agréable. Soit on a un Vive et ça demande d'avoir un gros ordinateur derrière, qui coûte cher, brancher des stations de base, des capteurs, c'est pas facile. Le Rift, c'est à peu près les mêmes contraintes. Le Gear VR, il faut trouver son téléphone, le mettre dans le casque, se connecter à Facebook. Aujourd'hui, l'expérience n'est pas fluide. Ce que je trouve encourageant, et je pense plutôt être une bonne nouvelle, c'est la sortie du casque Oculus Go de Facebook, qui là est un casque autonome, qui est indépendant, qu'on met directement pour commencer à vraiment consommer de la VR. Ça, moi, je pense que le jour où on a une vraie expérience qui est dédiée et qu'on n'a pas simplement des goodies comme les cardboards peuvent l'être, comme les Omido Mini peuvent l'être, je pense qu'on a là quelque chose d'intéressant. On a un vrai produit. Pour moi, le premier vrai produit de réalité virtuelle, c'est le Oculus Go, parce qu'on a quelque chose qui a l'air d'être pensé simplement pour de la réalité virtuelle et pas simplement comme le gadget d'un téléphone portable. Mais ça, ensuite, je pense qu'il faudra voir comment est-ce que les consommateurs réagissent. Mais je pense que c'est plutôt enthousiasmant. Les consommateurs et peut-être aussi les diffuseurs. Aujourd'hui, est-ce que les diffuseurs sont prêts et ont envie et font de la recherche et font des essais pour aller vers la réalité virtuelle? Diffuseurs dans la presse, dans le documentaire, au-delà de l'aspect ludique du cinéma et du jeu. Donc moi, je dirais qu'aux États-Unis, la transition a totalement été faite. Tous les médias ont aux États-Unis une section VR ou 360. On en parlait tout à l'heure, le New York Times a le Daily 360, USA Today a ses VR Stories, pareil Washington Post, tous les médias vraiment, mais les CNN, mais tous les médias ont une section VR ou 360. Après, qui est plus ou moins fournie, mais elle existe. Donc je pense qu'aux États-Unis, oui. En France, il y a quand même Arte qui s'est lancé là-dedans et avec des vrais moyens et une vraie approche qui est très structurée. Il y a TF1 qui a lancé l'application MyTF1 VR. Il y a France TV avec le Media Lab qui a quand même lancé beaucoup de reportages 360. Je pense qu'en France, on est en train de rattraper le retard qu'on avait. Ou en tout cas, on est en train de sauter le pas aujourd'hui. Donc ça, je pense que les diffuseurs, du moins, c'est une question qui se pose. Mais c'est pas une question qui vont se poser avant qu'il y ait un marché consommateur vraiment existant. Oui, parce que la question reste comment on peut monétiser ces types de reportages, en fait. Moi, je dirais que c'est un type de contenu traditionnel. C'est peut-être un type de contenu qui coûte plus cher à produire que les autres, mais ça reste un contenu traditionnel et du coup, il faut mettre de la pub avant. Pour prendre cet exemple, parce que je pense qu'il est topique et dans l'industrie, il a vraiment
donner le ton, mais le New York Times, toutes les vidéos 360 du New York Times, toutes commencent par technologie par Samsung, journalisme par le New York Times. Et c'est donc, pour moi, on est sur des mécanismes de pub assez traditionnels. Je pense pas qu'il faille essayer de réinventer la roue. Il va falloir jouer avec ce que la 360 permet. Parce qu'on peut faire de l'incrustation, on peut faire du placement de produits dans une vidéo. Mais en fait, je pense pas qu'il faille essayer de réinventer toute une économie des médias parce que l'outil est nouveau. Je pense qu'il faut vraiment, les régies pub vont s'habituer à avoir ce type de contenu, vont s'habituer à le vendre et ça se développera comme ça. Enfin, du moins, c'est mon opinion, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on recréerait tout un système spécifique dédié spécifiquement à la VR alors que en fait on n'a pas forcément besoin. Je pense que pour répondre sur votre question, justement, quand on voit le coût d'acquisition du matériel de VR, je pense que ça serait une bêtise de en plus faire payer les gens pour pouvoir visionner par exemple des reportages ou voir d'autres contenus. On a le cas, encore une fois, dans le secteur du jeu vidéo, où quand on voit tout le prix de l'équipement qu'il faut acheter et qu'après il faut acheter des jeux vidéo pour pouvoir jouer à ça, clairement il y a des freins qui sont créés parce que des jeux dits de qualité qui sortaient à 50 ou 60 euros au tout début où Vive a commencé à diffuser ses casques, c'était un énorme frein parce qu'il fallait s'équiper pour 2 ou 3 000 euros déjà rien que pour pouvoir utiliser de la VR et après rajouter, reporter la main au portefeuille pour pouvoir avoir du contenu. Donc là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'il faut rester sur des choses classiques et partir sur de la publicité par exemple, où là l'utilisateur il est forcé certes à regarder une publicité, mais au moins il n'a pas besoin de mettre la main à la poche, il l'a déjà fait en amont, autant pas lui redemander après, quoi, clairement. Et peut-être une question sur la perception de l'utilisateur de l'information. Alors à Marine peut-être, je ne sais pas si vous avez ce recul-là et cette réponse-là, comment l'information est perçue quand elle est dans un cas de réalité virtuelle, quelle distance on a par rapport au sujet, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber juste dans l'effet waouh ou dans l'effet juste sur les sentiments et sur les sensations? Je dirais déjà qu'il faut faire quand même confiance au spectateur, à celui qui porte le casque, à celui qui vit l'expérience. C'est-à-dire que oui, il est immergé, pour autant, c'est pas pour autant qui devient l'acteur véritablement. Enfin, je veux dire, il a quand même son recul. Je pense que c'est ça qu'on oublie peut-être de temps en temps. C'est-à-dire que oui, tu vas peut-être avoir une expérience que tu vas traverser, mais à un moment donné, toi-même, tu peux quitter l'expérience, tu peux décider. Donc, effectivement, le fait d'être complètement immergé fait que sur le moment, peut-être, mais ensuite, le fait qu'on va y retourner ou pas, ça va dépendre aussi quand même de ce qu'on nous a proposé comme expérience. Donc, voilà ce que je vous répondrai. Florent, vous partagez peut-être ce constat? Ouais, c'est marrant, je suis complètement d'accord avec ça et c'est quelque chose à quoi je réfléchissais il n'y a pas longtemps sur le jeu vidéo, c'est la différence entre... pourquoi est-ce qu'on dit que les jeux vidéo ne rendent pas particulièrement violents? C'est parce il y a un contrat tacite avec le joueur qui vise à lui faire confiance en fait et à ne pas oublier qu'il est parfaitement capable de faire la différence entre ce qu'il fait dans un jeu, y compris les choses cathartiques qu'il peut faire où il faut tout péter, rouler sur les gens dans GTA, etc. Et ce qu'il peut faire dans la réalité. Ça ne veut pas dire que des personnalités qui ont déjà un terrain compliqué ne peuvent pas trouver dans le jeu vidéo de quoi empirer ce terrain, mais dans l'absolu il faut faire confiance aux joueurs pour être capable parfaitement de faire la part des choses entre ce qui se passe dans le cadre du jeu et ce qui se passe dans le cadre de la réalité. Et pour la VR, c'est aussi absolument le cas. Et d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure la question de l'empathie avec la VR. Moi, je pense que c'est important de redire que si on pense avoir besoin de mettre un casque sur sa tête et d'être télétransporté au milieu d'un camp de réfugiés syriens pour être en empathie, c'est peut-être là qu'il est le problème. C'est peut-être dans notre capacité d'empathie dans l'absolu, plutôt que dans le recours à la technologie pour essayer de soigner ça. Donc, encore une fois, la technologie n'est qu'une technologie. C'est l'humain, c'est l'utilisateur qui est au centre de l'expérience qu'on fait avec la technologie, que ce soit les jeux vidéo, la VR ou quelque autre technologie que ce soit. Du coup, c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas penser qu'on va pouvoir faire un jeu vidéo qui va apprendre des choses à l'humain s'il n'a pas envie de le faire, ou une
un programme en VR qui va pouvoir lui ouvrir les yeux sur quelque chose s'il n'a pas du tout envie d'avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas oublier que on laisse pas son esprit critique et sa personnalité et son expérience préalable au vestiaire quand on lance une partie de jeu vidéo ou quand on chausse un casque de réalité virtuelle. Sur ces points de l'empathie, par contre, tu sais très bien que dans le journalisme et dans les reportages, les gens, s'il y a quelque chose qui se passe très loin de eux, ils ne sont pas forcément très intéressés. Ça change, c'est la proximité qui change souvent. Après, tu as raison, mais je crois que ça peut augmenter un petit peu l'expérience en réalité virtuelle, cette empathie. Peut-être que ça peut donner une vision un peu différente, mais c'est pas parce qu'on va te coller un écran sur les yeux que tu vas être physiquement plus près, ou tu vas le vivre plus proche dans ta chair. Ça, j'y crois pas, moi, en tout cas. C'est mon avis personnel, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais je crois pas que ça marche comme ça, que le cerveau humain fonctionne comme ça. On le voit pas mal dans le web documentaire où on nous met en mission. Vous êtes un journaliste, vous allez à Fukushima, pour donner un exemple récent. Oui, peut-être parce que peut-être les 5 premières minutes, effectivement, on va vraiment être dans la voiture et on va aller vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé sur place. Mais à un moment donné, on sait très bien que tout le contenu existe, que nous, on va simplement suivre ce qu'on nous a proposé. Donc, c'est pas de la réalité virtuelle, mais le processus, on a quand même une distance. L'empathie, elle passe pas parce qu'on m'a dit qu'à ce moment-là, j'allais avoir cette mission. Enfin, voilà. On peut peut-être donner la parole au public, du coup. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu une expérience en réalité virtuelle ou pas. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Bonsoir. Très intéressant. Moi, j'ai testé toute cette réalité virtuelle. Juste pour revenir sur la fin du débat, moi, je trouve que, alors, paradoxalement, par rapport à ce que disait Florent, ce que tu fais donne beaucoup de contexte. Et je pense que je suis quelqu'un d'empathique et malgré tout, avoir testé ce que tu as fait, ça m'a donné plus de contexte. Et c'est pareil pour ce qu'a pu créer Victor et Targo, c'est que j'ai pu tourner, avoir un contexte différent à droite, un autre à gauche, et me faire revenir au centre et avoir une idée un peu plus dynamique de ce qu'on me proposait. Et ça m'a un peu collé mon empathie sous stéroïde pendant un temps. Je dis pas que ça m'a fondamentalement changé, mais en tout cas, ça m'a amené plus notamment par rapport à l'intermédiaire du jeu de rôle. Effectivement, dans quelles circonstances j'aurais pu me mettre dans la peau d'un ou de 5 personnages différents? A priori aucune. Ou ça m'aurait demandé beaucoup plus d'efforts. Et j'ai énormément de médias à trier. Donc, je trouve que cette idée-là est très intéressante, en tout cas. Alors, j'ai quand même une question, si je peux me permettre. C'est par rapport à la perception du spectateur qui devient presque l'acteur, d'une certaine manière, du contenu. Est-ce que vous savez, par rapport je fais appel à vos retours d'expérience et à tous vos clients, auditeurs, vous savez mesurer la captation un peu de l'attention de ces gens-là? Est-ce qu'elle est plus grande dans de la VR que dans un média traditionnel type télé ou autre d'ailleurs? Est-ce que vous savez le mesurer en fait? Alors, j'ai pas entendu le début de la question, je sais pas si elle était adressée à Florent ou à moi. J'ai pas adressé, c'est vrai. Peu importe. J'ai même pas entendu la question. Moi, alors la question, je répète la question, c'est est-ce que vous savez mesurer vis-à-vis de l'auditeur sa captation, c'est le temps d'attention qu'il peut avoir vis-à-vis des sujets que vous proposez dans la technologie avec la technologie que vous utilisez, vis-à-vis d'un média plus traditionnel comme la télé, par exemple? Alors, moi, je pense que là, pour le coup, c'est une question qui pourrait être intéressante de voir avec des gens comme France Télévisions, qui, eux, traitent les deux types de contenus. Et du coup, je pense que voilà, des médias comme France Télévisions, eux, ont un vrai retour d'expérience parce qu'ils sont capables de dire, voilà, sur la VR, sur la 360, ça ressemble à ça, enfin, le temps d'attention ou la durée moyenne de visionnage, par rapport à de la TV, ce que nous, on fait pas du tout, ou même de la vidéo carrée, enfin, je veux dire, tous les formats qu'il y a sur les réseaux sociaux, on n'est pas en mesure de comparer l'attention. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, le temps d'attention est plus grand sur la 360 et de la VR, parce qu'il y a un phénomène de curiosité, donc ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui. Après, on voit aussi, nous, sur les vidéos 360, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on est capable de voir où les gens regardent.
Donc ça, à partir de, je sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est 1000 ou 2000 vues, on est capable de savoir, en gros, d'avoir ce qu'on appelle des cartes, enfin des heatmaps, de voir où les gens ont regardé, et du coup, on peut suivre un peu l'attention. Donc ça permet de tester déjà les techniques de narration, de voir si les gens suivent bien ce qu'il faut suivre à un moment donné. Mais sinon, ensuite, des données, j'ai envie de dire, quantitatives, d'autres données quantitatives de comparaison de la VR, de la 360 par rapport à des médias plus traditionnels, enfin ça, moi, en tout cas, j'en ai pas. Alors nous, en termes de quantification, en fait, on met des trackers sur nos applications et on voit à peu près le temps que durent les expériences, que ce soit du grand public ou du privé. On essaie quand même de réduire en fait le temps de nos expériences. On essaie de durer entre 4 et 15 minutes grand maximum. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au bout de 4 minutes, les gens ils commençaient à décrocher parce qu'ils commençaient à avoir une fatigue visuelle ou une sensation désagréable en fait d'être autant immergé en fait dans une expérience. Donc nous, ce qu'on a pu quantifier au final, contrairement au final à ce qui a pu être dit, c'est que aujourd'hui la réalité virtuelle, il faut, en tout cas nous, ce qu'on met en place, c'est des expériences assez courtes. Qui peuvent être entrecoupées en fait de pauses ou d'expériences qui sont moins VR ou moins visuelles, mais parce qu'on s'est rendu compte que l'attention, au final, même si elle était très forte, elle était peut-être moins longue de par le fait qu'il y a quand même une présence physique qui est plus importante que suivre un cours par exemple. Voilà, c'est dans le cas par exemple de formation en management qu'on a pu faire avec de la réalité virtuelle où c'était des entretiens, par exemple pour des entretiens annuels, on fixait ça sur un temps très très court, un délai très très court, un scénario court, pour éviter justement que la personne soit complètement décrochée au bout de 4 minutes et arrête complètement de suivre l'expérience et que ça devienne au final désagréable pour elle et que ce soit l'effet complètement inverse d'une session de 2 heures avec un prof, avec un groupe, quoi. Merci. Juste pour apporter mon petit grain de sel, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps. Parfois trop d'ailleurs. On est un peu à scruter les moindres métriques pour pouvoir adapter le jeu en lui-même à ce que veut l'utilisateur. Et je trouve que, parce que moi j'ai une approche d'auteur, je trouve que c'est parfois dommageable et dommage en termes de création pure. Mais pour donner un exemple sur des chiffres concrets, ceux de jeux d'influence dont on parlait tout à l'heure, ce qui nous a bluffé, c'est que le temps moyen passé sur jeux d'influence, sur les à peu près 100 000 personnes qui ont joué à jeux d'influence, c'était 27 minutes, ce qui est énorme. Et alors c'est marrant parce que quand on a voulu faire jeux d'influence, Julien Goetz, l'auteur du projet, et moi qui ai fait le game design, on nous avait dit, et notamment à France Télévisions, mais tout en nous laissant faire ce qu'on voulait, on nous avait dit ne faites pas quelque chose faites quelque chose de court parce que de toute façon, les gens sur Internet ne restent pas plus de 10 minutes, 12 minutes. Et en fait, on s'est dit que peut-être que ça valait le coup de développer une histoire un peu plus longue, et du coup, on a codé la possibilité de sauvegarder pour pouvoir s'arrêter et puis reprendre plus tard. Et en fait, on s'est retrouvé avec 27 minutes de temps moyen sur une expérience qui peut se terminer en une bonne heure. Et donc on s'est rendu compte que les lois d'airain des analytics sur Internet sont faites pour être détournées et que ça dépend aussi du projet, ça dépend de est-ce qu'il est intense au niveau de l'histoire qu'il raconte, ça dépend de plein de choses et qu'on ne peut pas dire il faut faire court ou il faut faire long. Alors après, je ne parle pas de la VR ou peut-être effectivement qu'il y a une question de fatigue oculaire qui ne laisse pas le moindre doute au fait qu'il faille faire plus court. Mais sur les jeux vidéo, non, il faut faire ce qui est au service de l'histoire que vous voulez raconter. Et si c'est long, bah c'est long. Si c'est plus court, c'est plus court. Une question d'un public ? Alors bonsoir, j'ai une question pour Victor en fait. Concernant les médias, est-ce que le 360 leur permet de booster leur audience ? Est-ce que ça donne finalement une plus-value à l'information ? Ouais. En fait, dans un premier temps, les médias ont beaucoup eu cette attitude d'utiliser la 360 aussi pour se démarquer, pour faire de l'innovation, pour montrer justement qu'ils innovaient. Aussi, ils ont joué sur quelque chose au début, ce qui est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais ça c'est toujours difficile à dire, c'est que Facebook, son algorithme boostait la 360 sur les fils d'actualité. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais quand ils ont lancé le 360 Facebook, ils ont du coup boosté vraiment dans l'algorithme tous ces types de contenus pour qu'on les voit beaucoup plus. Du coup là, les médias en ont profité et ça a incité pas mal de médias, et c'était au moment où ça s'est lancé aux États-Unis, à utiliser ça. Après, je pense qu'il y a toujours une logique d'évangélisation, c'est-à-dire de créer du contenu, d'habituer les gens à consommer ce type de contenu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est
j'ai envie de dire, créer une espèce de, aller engager plus la personne qui regarde déjà qu'aller chercher du nouveau consommateur. Je pense que c'est proposer une expérience plus complète à des gens qui vont déjà consulter un certain média que d'aller chercher des nouveaux. C'est vrai que la 360, en tout cas, aujourd'hui, demande quand même, je pense, de connaître assez bien la ligne édito d'un média qu'on va chercher. C'est pas une expérience, j'ai envie de dire, qui est facile pour tout le monde dans un premier temps. Donc je pense pas que ce soit le premier point de contact, mais je pense que c'est un point de différenciation, par contre, qui est important. Je sais pas si ça répond à peu près à la question. A priori, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Bonsoir. C'était pour vous demander du coup à tous, en fait, on parlait de l'attention et justement de booster l'audience. Est-ce qu'il n'y avait pas une difficulté en fait avec la VR et la 360 par rapport aux anciens médias qui permettaient de faire passer beaucoup d'images rapidement? Par exemple, dans le cinéma ou la télé, le montage était de plus en plus rapide en fait. Plus on avance, plus le montage est presque saccadé. Même dans les films d'action, on voit que ça va très vite. Et pareil pour que ce soit le journal ou une revue, il y a de plus en plus d'images par page. Et à la différence, la 360 et la VR sont des contenus quand même qui sont beaucoup plus fluides et plus lents en tout cas, et qui permettent de prendre le temps de regarder. Est-ce que ça n'a pas été une difficulté à surmonter au début pour capter l'attention justement? Nous, notre point de vue, c'est vrai que c'est pour ça que ce que vous dites sur le fait que c'est un type de contenu qui est plus lent, c'est la vérité. Déjà, quand on regarde la durée moyenne d'un plan, nous, un plan en 360, il faut que ça dure au minimum 7-8 secondes pour qu'on ait le temps de faire le tour et qu'on ne soit pas déstabilisé. Et déjà, 7 secondes, ça va être un plan court. Donc clairement, si on cherche à aller prendre l'attention de la même manière que toutes les vidéos qui durent 1 minute sur Facebook peuvent le faire, c'est pas le chemin à suivre. Donc nous, typiquement, ce qu'on voit, c'est que la 360, c'est peut-être plus un sujet de YouTube, où là, on va passer du temps sur une vidéo, on va passer du temps à la consommer. Après, il y a des techniques pour faire en sorte que les vidéos 360 soient aussi rapides, aussi appétantes que d'autres vidéos sur un fil d'actualité. Ça peut consister simplement en faisant apparaître du texte, c'est des techniques simples, c'est faire apparaître du texte au début, faire changer des images, mettre du contenu multimédia, mais sans forcément changer de plan. Mais du coup, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le temps d'attention sur un nouveau contenu, c'est en gros 3 secondes. Du coup, c'est sur les 3 premières secondes qu'il va falloir vraiment, j'ai envie de dire, attraper l'attention du spectateur. Et sur ça, il faut vraiment réfléchir à la manière dont on le fait. On ne peut pas se permettre de simplement mettre un écran noir et un plan de 7 secondes, comme on pourrait le faire par exemple sur YouTube. Sur Facebook, typiquement, il faut être ultra efficace et faire apparaître un titre, faire un mouvement rapide ou essayer de suggérer. Parce que c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à un mode de consommation de contenu snacking en fait. C'est-à-dire que la 360, la VR, on n'est clairement pas sur du snacking de contenu. Du coup, il faut un peu s'inscrire en contre-pied et c'est pas une honte que ce soit la 360. Enfin, ça fonctionne comme ça. Du coup, faut pas essayer de le contourner, mais il faut jouer avec et du coup essayer de s'adapter un peu. Enfin, du moins, c'est notre approche. Florent, peut-être une réaction ou Benjamin? Moi, j'ai pas trop de réaction. Désolé. Alors non. Ouais, juste effectivement sur les projets sur lesquels on a travaillé où il y avait de la vidéo, on a été obligé de couper les plans en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'on le fait en plusieurs expériences. On a travaillé sur des sujets notamment pour lutter contre les phobies et donc c'était la peur de l'avion en l'occurrence. Et donc pour faire ça en fait on a découpé ça en 15 plans avec 15 étapes en fait à franchir et à chaque fois on a une coupure, on change de vidéo et du coup on change complètement de séquence pour justement pallier au fait que on peut pas enchaîner les vidéos comme on peut l'avoir dans le cinéma où on va passer d'un plan à l'autre très rapidement. Ça serait la meilleure des choses pour perdre au final l'utilisateur ou pour le rendre malade parce que tout d'un coup si on saccade c'est plus possible à gérer quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? A priori non. Moi j'aimerais juste vous demander peut-être pour conclure, après peut-être qu'Ève voudra aussi poser une dernière question, que vous nous donniez un projet chacun ou chacune qui vous a touché, qui vous a marqué et que vous aimeriez que le public puisse voir. Voilà, un projet à découvrir, un projet quel qu'il soit. Voilà. Qui veut se lancer?
Allez, Benjamin. Justement, je l'ai abordé. C'est un projet sur lequel on travaille depuis des mois, en fait, avec des laboratoires. Et c'est un projet qui lutte contre les phobies, donc 3 types de phobies. La claustrophobie, la peur du vide et j'ai oublié le 3e, excusez-moi. Et oui, la peur de l'avion, j'en ai parlé. Et ça, en fait, ça a été un projet super intéressant qui a été long parce qu'il a fallu qu'on travaille en fait sur le réalisme. Du coup, alors on est sur une partie vidéo et sur une partie complètement 3D. Pour ce qui est de la peur du vide et de la claustrophobie. Et il a fallu qu'on travaille énormément sur le réalisme en réalité virtuelle pour donner vraiment l'impression aux patients qu'ils sont enfermés dans un ascenseur ou qu'ils sont en train de se pencher au-dessus du vide dans un pont ou qu'ils sont vraiment en train de prendre l'avion. Et du coup, ça a été super intéressant, autant sur le plan technique pour réussir à rendre tout ça réaliste, que sur le plan humain à réfléchir à comment on pouvait amener des sensations aux utilisateurs. C'est une appli qui va être grand public, donc on pourra tous l'utiliser. J'allais dire, pour le voir, il faut avoir des phobies, mais en fait, non. Je pense que du fait d'être en réalité virtuelle, alors moi c'est rigolo parce que je travaille dessus mais je suis hypersensible et le fait de devoir se pencher dans le vide au-dessus d'un pont, ça reste quand même une expérience assez bouleversante, même si on n'a pas peur du vide, ça devient vite assez bouleversant, donc c'est intéressant. Ouais. Et ça s'appellera comment l'appli juste pour... Alors c'est une appli pour Urgo. Voilà, donc elle sortira sur les stores bientôt, donc vous pourrez la tester. Merci. Comme à la phobie de la VR. Florent ? Désolé, c'était une mauvaise blague. Non, mais c'était assez drôle. Moi, j'ai un coup de cœur qui est un jeu vidéo fait par une jeune femme qui s'appelle Nina Freeman, qui est une game designer qui n'est pas indépendante parce qu'elle travaille dans un studio de jeux vidéo aux États-Unis, mais qui a fait un projet indépendant où elle raconte comment elle est tombée amoureuse d'un garçon en jouant à un jeu massivement multijoueur en 2010. Et elle en a fait un jeu donc, qui s'appelle Cibele, C-I-B-E-L-E, et qui mélange des moments où on est en train de jouer à un faux jeu en ligne de 2010, tout en discutant avec quelqu'un par voice over IP, donc par les techniques de micro-casque qui permettent de discuter avec quelqu'un alors qu'on est en train de jouer. Et en même temps qu'on joue, on sent bien qu'il y a une certaine tension, une certaine attirance d'abord affective, plus carrément sexuelle, qui est en train de se développer entre les deux personnages. Et on est embarqué dans l'inexorabilité de leur rencontre dans la vraie vie, puisqu'ils ne se connaissent que à travers ce jeu vidéo. Jusqu'à la conclusion que je vous laisse découvrir. Ça coûte pas très cher, ça dure pas très longtemps. En une soirée, on peut finir le jeu. Et c'est vraiment, d'un point de vue documentaire, sur juste un témoignage un peu intimiste de l'amour à l'âge des jeux vidéo en ligne. C'est extrêmement fort et ça m'a beaucoup ému, donc je vous le conseille grandement. Marine ? J'aurais aussi un jeu à conseiller, un jeu documentaire qui m'a plu parce que ça m'a beaucoup questionné en fait, longtemps après en fait avoir joué. C'est Is This the End ? Donc c'est un jeu dans lequel, un jeu. Vous êtes contacté en fait pour suivre un jeune qui est en voie de radicalisation. Et donc du coup, vous devez essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et puis peut-être essayer d'empêcher ce jeune de commettre un acte, un attentat ou enfin selon le personnage que vous devez suivre. Et au fur et à mesure en fait de votre progression, en fait, c'est un jeu en fait c'est vraiment minimaliste. Hein, vous faites simplement des questions de choix, sauf que ces choix, vous avez vraiment un impact. Et donc vraiment on retourne presque alors qu'on est dans des jeux maintenant extrêmement graphiques. Là, c'est vraiment du dessin et puis des textes qui apparaissent. Donc, on retrouve vraiment un peu l'univers, je dirais pas rétro gaming, mais vraiment plus ancien du jeu vidéo. Et c'est complètement captivant parce que vous êtes vraiment dans un livre dont vous êtes le héros. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très littéraire. Et puis, c'est tellement actuel que finalement, on est en empathie. On a envie finalement d'agir. Et puis là, il y a vraiment un impact, quoi. Enfin, si vous faites pas les bons choix, si vous n'êtes pas capable de cerner les éléments finalement dans votre environnement qui vont vous donner des indices, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, Is This the End, avec un point d'interrogation, le jeu de mots à tester à mon avis pour se sensibiliser sur le sujet. Merci. On finit par Victor peut-être. Ouais, et du coup, moi, c'était une des premières expériences que j'ai testées, vraiment que j'ai testées en
en VR, enfin une du moins qui m'a vraiment marqué. C'est pas un documentaire, c'est un clip. C'est un clip qui a été fait par Chris Milk, dont on parlait tout à l'heure, dans Within, et c'est un clip pour U2. C'est en fait, c'est exactement, ça s'appelle Song for Someone, et ils ont créé un clip en fait en réalité virtuelle et en vidéo 360. Et en fait, ils ont synchronisé le son avec la vidéo, et donc du coup là, c'est ce qu'on appelle du son spatialisé. Et du coup, quand on regarde, en fait, au début, on commence dans une pièce noire, et on voit apparaître devant nous, je crois que c'est juste le guitariste The Edge qui commence à jouer, et donc on se tourne vers la guitare, et petit à petit, on entend les différents membres du groupe parler autour de soi. Et en fait, on se rend compte qu'on est au milieu, et après, il y a un peu des portes sur différents mondes. Donc, c'est par exemple, je crois que c'est des personnes en Inde qui chantent ça, après des personnes aux États-Unis, qui apparaissent en fait un peu comme par des sortes de portails tout autour de nous, et toujours avec du son spatialisé. On se retourne, et là, vraiment, c'est une vidéo, je crois qu'elle est disponible sur YouTube, que j'invite à regarder, parce que là, pour le coup, il y a un vrai intérêt de la 360. On est au milieu, différents mondes se confrontent. Je sais pas, vraiment, je pense que, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, je l'ai regardé tout de suite une deuxième fois. Quand j'avais aimé, tellement j'avais aimé, c'est pas du reportage, c'est pas du journalisme, mais je trouve que pour comprendre la force de la VR, surtout que c'est avec de la musique, c'est assez efficace. Du coup, je recommande à tout le monde, même si on n'est pas particulièrement fan de U2, enfin j'aime pas particulièrement U2, mais ça c'est vraiment c'est un beau clip et ça fait une belle utilisation de la vidéo et du son, donc je recommande fortement. U2 Song for Someone. Merci. Et une dernière question, quels sont vos projets dans le futur venir? Du coup, je pense... Vas-y, Benjamin. On refait dans le même sens. C'était Florent. Ah, c'était Florent? Non. Si, moi je disais juste, c'est dormir, parce que c'était assez rock'n'roll la fin de Enterrement mon amour, et depuis on s'occupe encore un peu de la presse, etc. Et moi j'ai juste envie de partir en vacances et de dormir un petit coup. Et après, reprendre un peu une activité plus de prestataire pour les clients pour lesquels je travaille et pour lesquels j'essaie de faire des jeux du réel, avant de conduire un prochain projet un peu plus personnel comme l'a été Enterrement mon amour, mais pour lequel pour l'instant je vois encore assez flou. Voilà. Victor? Nous, en ce moment, c'est vraiment sur de la réalité augmentée. Donc, ce que je disais, c'est qu'on voit, nous, l'immersion comme toute une gamme de contenus. Donc, soit de l'immersion entrante, c'est la VR, la vidéo 360, soit de l'immersion sortante où on fait apparaître l'histoire devant soi. Et du coup, sur les sujets un peu du média, nous, qu'on édite et qu'on traite en propre, il y a ce sujet qu'on a fait sur les fans de pigeons voyageurs et les courses de pigeons voyageurs. Et en fait, on a scanné en 3D toutes les personnes qu'on a interviewées et on a modélisé en 3D des pigeons. Et l'idée, c'est d'avoir une version vraiment en réalité augmentée. Donc depuis son téléphone, on scanne une cible et en fait à partir de là on fait apparaître le reportage en réalité augmentée. Donc ça on est en train de le prototyper en ce moment et l'idée c'est de dépasser ce côté simplement waouh de la réalité augmentée. C'est pas simplement de dire on peut faire apparaître une bouteille de coca en 3D, mais vraiment de raconter une histoire en utilisant des mécanismes qu'on connaît déjà, qui sont issus de la vidéo traditionnelle, de ce qu'on voit sur Facebook, de ce qu'on voit sur YouTube, et de l'appliquer à de la réalité augmentée pour créer en fait, être capable de vraiment créer des reportages complètement réalité augmentée en 3D. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Et je pense que le prototype devrait être fini en début d'année prochaine. Donc c'est assez... en tout cas, c'est un projet qui est enthousiasmant et qui connecte assez bien avec tout ce champ de l'immersion qui nous donnera une vraie liberté pour jouer sur différents types de contenus quand on en aura le besoin. Alors, nous, pour notre part, on essaye de rentrer dans une démarche de diffusion de la réalité virtuelle, en fait, de démocratisation, on va dire. La réalité virtuelle, la rendre plus accessible et trouver en fait des façons autres que par le biais du jeu vidéo, de se diffuser sur du grand public et donner vraiment un intérêt à la réalité virtuelle. Donc, on travaille sur des usages qu'on pourrait essayer de mettre en place avec le grand public. Alors avec toujours le problème des coûts, des coûts d'acquisition, mais voilà, d'essayer de se démocratiser un peu plus et d'étendre un peu plus la réalité virtuelle au grand public par d'autres secteurs que ce à quoi on pourrait penser en premier lieu avec du cinéma ou du jeu vidéo par exemple. Voilà, donc ça peut être dans le médical notamment, on essaye de s'insérer là-dedans un petit peu pour montrer il y a plein de choses qui peuvent être faites avec du public sur de la réalité virtuelle. Voilà. Alors, je viens de finir ma thèse, donc moi aussi je voudrais partir en vacances, mais sinon, au-delà de ça, non, ça serait poursuivre justement ces nouveaux médias, ces nouvelles écritures. En fait, il y a quand même besoin d'avoir
un regard un petit peu extérieur aussi. Donc moi, je voudrais poursuivre ces recherches vraiment sur ces nouveaux objets, essayer de les comprendre. Et puis justement, la recherche permet aussi de les rendre accessibles aussi au public, hein, puisque c'est bien le but, essayer de les comprendre et de partager ce savoir. Donc moi, mes projets de recherche vont vers là. Merci à tous pour être venus. Merci à Emedia, merci à Esthétique, merci à GK Vision, merci à Raekao. Et on veut prendre l'apéro. Et du coup, on peut tester 2 casques si vous voulez. Un qui sera testé avec moi et l'autre avec Pauline qui est derrière son ordinateur là-bas. Donc voilà, vous venez nous voir et comme ça on teste ça. Merci à nos intervenants parisiens et aux Toulousains. Merci, bonne soirée. Ouais, merci, bonne soirée, au revoir.